Bonjour. Salut. Hello tout le monde. Bonjour. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints dans cette nouvelle édition de la Modern Workplace Conférence Paris. Une édition 100% digitale cette année, mais cela n'en fait pas moins une conférence très riche au niveau de l'agenda. Comme vous avez pu le voir, on a déjà eu hier 8 très belles préconférences et on réattaque aujourd'hui avec un ensemble de panels de sessions qui est très riche en diversité. N'hésitez pas à regarder l'agenda pour y découvrir les sessions de la journée. Et nous remercions également nos 13 sponsors qui nous ont aidés et grâce à qui nous avons pu créer un événement de cette envergure. Enfin, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre les 2 apéros de clôture qui sont quand même les événements les plus importants de cette conférence. Très important l'apéro, très important. Et du coup, qui dit événement dit forcément plénière. Et cette année, nous sommes très ravis de pouvoir compter sur Jeff Tepper pour nous accompagner. Donc, dès ce soir, retrouvez-le à 18h30. Jeff Tepper, pour rappel, qui est quand même le responsable de toute la partie développement SharePoint et Microsoft 365, qui nous présentera plénière autour de la collaboration au sein de Microsoft 365. Et enfin, demain, une troisième plénière qui sera présentée par Debbie Ireland.
Je vais laisser Théo nous présenter l'expérience que nous vous avons concoctée autour de cet événement. Donc du coup, pour héberger cet événement, on s'est appuyé très largement sur Microsoft Teams. Notre souhait, c'était de reproduire au maximum l'immersion que vous pourriez avoir dans un événement physique. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui accès à une équipe Teams avec plein de canaux, des canaux pour les sponsors, des canaux pour chacune des tracks. N'hésitez pas à poser vos questions dans le canal assistance et à discuter entre vous dans le canal post-café. Vous avez également une application mobile avec l'agenda à disposition. Pour l'installer, il suffit simplement d'aller sur le lien mwcp21.sessionize.com et vous pourrez retrouver du coup tout l'agenda, la possibilité de mettre des sessions en favoris, les biographies des speakers, etc. Dans l'équipe Teams, vous avez un certain nombre de canaux qui sont masqués. En fait, ces canaux représentent les tracks de demain. Donc, dès demain, on vous encourage à venir afficher ces canaux-là pour accéder aux sessions de demain et éventuellement à masquer les canaux du 19-01. Pour gérer cet événement, c'est très largement appuyé sur la Power Platform. On a, nous, de notre côté, en tant qu'organisateur, accès à une application sur laquelle on renseigne les détails de l'événement, donc une application Power Apps, sur laquelle on a également tout le détail des participations avec les différents chiffres en provenance d'Eventbrite. Et donc du coup, on utilise Power Automate pour orchestrer tout le processus d'inscription, donc depuis votre inscription sur Eventbrite jusqu'à la réception de votre email de bienvenue. Et donc du coup, en passant par votre ajout en tant qu'invité sur le tenant, votre ajout dans les différentes équipes Teams et le petit message de bienvenue que vous avez dû recevoir également dans Teams. Donc tout ça passe par Power Automate. Je vais laisser du coup Chloé nous parler un peu des différents chiffres qu'on a sur l'événement. Merci Théo. On tenait à remercier donc tous nos speakers cette année. On a plus de 21 nationalités qui sont représentées, avec 57 sessions qui sont en anglais et 60 sessions en français. Et on tenait tout particulièrement à l'équipe d'organisation et à remercier nos 49 conférencières. On a 24 conférencières cette année qui sont francophones et 25 anglophones. Et on tenait à leur remercier d'être présentes et pour leur investissement dans la communauté Microsoft. Et je vais laisser la parole à Amélie. Oui, merci. Du coup, moi, je vais vous parler de communication rapidement pour vous dire que pour la première fois cette année, nous sommes apparus dans des médias professionnels. On a eu 2 parutions sur le blog du modérateur et une sur IT Social. Et on a été très visible parce que sur les campagnes d'IT Social, sur les bannières, on a eu plus de 3000 clics. 4000 clics et sur les articles du blog du modérateur, nous avons eu plus de 3000 visites sur chaque article. Nous avons eu aussi beaucoup de retombées presse grâce à cela, avec d'autres médias professionnels qui ont relayé ces informations et aussi beaucoup de publications dues à nos speakers qui ont relayé leur présence sur leur réseau. Ce qui m'amène à faire un petit focus sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux que vous trouvez sur la partie de droite et tout au long de l'année pour vous tenir au courant de nos autres événements sur nos réseaux sociaux de la communauté MS que vous voyez à gauche. Sur les réseaux sociaux, on est très actifs. Sur Twitter, notamment, nous avons plus de 70 000 impressions par mois. Et sur LinkedIn, tous les articles que nous publions ont en moyenne plus de 2000 vues par jour et 20 000 impressions par mois. Et sur les 3 derniers mois, on a publié plus de 80 articles. Et on compte sur vous pour continuer à faire buzzer nos actualités en utilisant les mots-clés MVP Buzz et MWCP21. Patrick, je te passe la parole. Merci. Alors moi, je vais parler de quelque chose qui intéresse toujours beaucoup. C'est l'Elo. L'Elo a gagné. C'est une tradition au SharePoint Saturday, à la MWCP, de faire gagner nos vaillants participants. La seule règle, c'est d'être présent. Donc, il faudra être présent aux apéros qui sont prévus ce soir et demain soir pour participer au tirage au sort. Il y aura des casques, évidemment, Teams et des speakers Jabra pour améliorer encore la qualité de vos réunions Teams.
Et pour ceux qui ont la chance, vous pourrez gagner 2 Surface Go 2. Donc, c'est un modèle très petit permettant d'emmener vraiment partout, très facile à manipuler, très léger. Et le nouveau modèle Surface Laptop Go qui est un tout petit peu plus grand, mais qui a pour le coup un beau clavier déjà digne d'un vrai PC et dans un encombrement très réduit également. La MWCP, je tiens vraiment à rendre hommage ici à toute l'équipe. C'est d'abord vraiment une équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois maintenant, avec bien sûr Estelle, notre marraine à tous, les 2 frères jumeaux Théophile et Adrien, on ne sait plus qui est le MVP Bizaps et qui est le MVP Teams, c'est l'un ou l'autre, on mélange. Nos 2 présences féminines, Amélie, Chloé, en plus d'Estelle, qui viennent compléter évidemment l'équipe. Et les 2 tauliers, Sébastien, Patrick, pour l'historique. La MWCP, c'est toute une communauté. Évidemment, la communauté AMS qui est derrière, qui nous permet évidemment de faire appel à un très grand nombre de volontaires, speakers, modérateurs, organisateurs d'événements, chacun sur leur temps personnel. Donc, n'hésitez pas à venir à leurs conférences, à leurs événements, à les encourager. On a organisé dans le passé beaucoup d'événements dans le monde entier et on espère bien continuer à l'avenir dès qu'on pourra faire des déplacements physiques. En attendant, évidemment, Teams nous permet d'organiser online des superbes événements internationaux, comme l'a souligné Chloé. À toi, Sébastien. Merci Patrick. Lors de l'édition 2019, on avait réuni 67 conférenciers qui venaient des 4 coins de la planète. Soucieux de l'environnement et de l'impact que ça pouvait avoir, on avait fait le bilan carbone. On avait estimé à l'époque qu'on avait émis là-dessus environ 27 tonnes d'équivalent CO2. Afin de se faire pardonner et excuser auprès de Mère Nature, on avait offert des arbres à l'ensemble des conférenciers, environ 170 arbres, ce qui avait normalement représenté là aussi 27 tonnes d'équivalent CO2. Sur cette édition 2021, on a plus que doublé le nombre de conférenciers, 133 conférenciers. Mais par contre, grâce ou à cause de la crise sanitaire, pas de transport, donc 0 kg de CO2 émis, et c'est ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, le climat fait partie de nos préoccupations majeures et reste toujours un sujet. Aussi, nous avons décidé d'offrir quand même un arbre à chacun des conférenciers, ce qui représente 133 arbres et donc environ 20 tonnes d'équivalent CO2. Tous ces arbres, si cela vous intéresse, vous pourrez les retrouver sur la forêt AMS, qui est partagée par notre partenaire Reforest Action, et où vous pourrez voir où les différents conférenciers ont choisi de participer avec les arbres qui leur ont été offerts. Nous tenons aussi à remercier nos différents sponsors qui se présenteront un peu plus en détail après la plénière. On a des sponsors de type éditeur, tels que Martello, qui offre des solutions de suivi de la performance sur Office 365, comme Jalios, qui offre une suite de Digital Workplace on-premise ou on-cloud française, il faut le préciser. Toujours dans la catégorie français, on a Powell Software, qui offre des solutions d'intranet et de gouvernance sur Office 365, ainsi que Big Titan, qui permet de migrer vos contenus vers ou entre cloud. Et puis, on a aussi des partenaires, des sponsors, je veux dire, surtout des sociétés de services, Exactis Nelite, Havana d'Azeo ou encore Aero. Et puis, nous avons le sponsor qui occupe toutes nos pensées, Microsoft. Et en parlant de Microsoft, nous avons l'honneur pour cette édition d'accueillir le directeur technique et sécurité de Microsoft France, Monsieur Bernard Ourgornian. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Je tenais, comme je le disais en off, à remercier Patrick et toute la communauté MWCP de m'avoir invité
a présenté ce keynote ce matin, dont l'objectif sera d'évoquer auprès de vous l'évolution des modes de travail suite à la Covid-19. Force est de constater que cette évolution a été extrêmement rapide, puisqu'il semble qu'en 2 mois, on a fait l'équivalent en termes de transformation numérique de ce qui normalement aurait été réalisé en 2 ans. Et c'est vrai que si on contemple rien que en l'espace de quelques jours, une quinzaine de jours, quelle a été la progression de l'utilisation de Teams en termes de nombre de minutes de meetings par jour, on se rend compte qu'il y a eu une véritable explosion au moment où le confinement a commencé à se généraliser un peu partout à travers le monde. Et quand on regarde globalement l'évolution de Teams pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année dernière, on se rend compte qu'on a eu une progression assez formidable de l'utilisation de Teams. Bien sûr, tout cela a été rendu possible, si j'ose dire, par le fait que nous avons été confinés, pour ce qui concerne la France, 2 fois. Donc il se trouve que l'on a fait réaliser par la société Opinionway un sondage auprès de plus de 2000 personnes à propos de la situation de travail. Et donc, en fait, l'enquête, plus généralement, s'appelle le bonheur au travail, puisque, en fait, on cherche à approfondir un peu mieux à la fois ce qui constitue le bonheur au travail, mais aussi quels sont les impacts qu'a eu la crise de la Covid-19 sur la façon dont on travaille. Et donc, on constate au niveau de cette enquête que il y a eu à peu près 37% de personnes qui ont télétravaillé lors du premier confinement, un peu moins lors du second. On reviendra sur cette enquête un petit peu plus tard, mais je pense que ça nous aide un tout petit peu à fixer un peu l'impact sur le plan des nouvelles façons de travailler qu'a pu avoir la crise du coronavirus. Il se trouve que pour Microsoft Research, on a considéré que cette expérience sociologique et technologique massive et non contrôlée était effectivement ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que finalement, on a dû transitionner nos façons de travailler de manière extrêmement brutale. Et donc, pour l'ensemble des chercheurs de Microsoft Research, en particulier les sociologues, les anthropologues, mais aussi les spécialistes en ergonomie et d'une manière générale, les chercheurs qui sont en charge des réflexions amont sur ce que l'on pourrait être amené à proposer comme solution dans le domaine du travail collaboratif, on a considéré qu'effectivement, cet environnement de travail forcé pouvait constituer une expérience en vraie grandeur extrêmement intéressante. Et c'est donc la raison pour laquelle, à travers le fait que l'on a la chance de bénéficier d'une vision très riche du travail numérique, que ce soit les données du Microsoft Graph, à travers notamment Workplace Analytics, mais aussi toutes les données dont on peut disposer sur le travail de nos propres développeurs, ainsi que sur ceux qui sont utilisés dans l'environnement GitHub, l'utilisation de la télémétrie pour l'ensemble de nos clients qui le permettent, mais aussi la télémétrie qui est réalisée en interne. On a eu la volonté de se servir de toutes ces données pour asseoir un vaste programme de recherche qui a correspondu au lancement de plus de 40 études différentes avec plus d'une centaine de chercheurs impliqués, avec la volonté de
couvrir toutes les différentes organisations, business units, product group de Microsoft, que vous voyez listés ici, y compris le marketing et y compris l'organisation des entreprises indépendantes que sont GitHub et LinkedIn. Et donc, l'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter quelques premiers résultats de ce programme, en sachant que vous aurez dans les mois à venir beaucoup plus d'informations à travers à la fois la publication de papiers de recherche, mais aussi la publication d'un certain nombre de billets de blog qui vous donneront une meilleure vue sur le résultat de ces études qui sont encore loin d'être terminées. Donc, ces programmes a donné finalement naissance à 6 grandes pistes de recherche autour de la productivité personnelle et du bien-être, de tout ce qui concerne l'ingénierie et le développement logiciel, autour de la collaboration et des réunions, en particulier des réunions à distance, de tout ce qui concerne les écosystèmes et dispositifs physiques, c'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on travaille à la maison et comment est-ce qu'on pourrait travailler mieux, tous les impacts en termes d'informatique et de mise à disposition de solutions de collaboration ou de travail à distance, parce qu'évidemment, il y a eu des impacts majeurs sur les systèmes d'information, et quelques réflexions encore très préliminaires sur les implications sociétales de cette évolution. Donc l'enquête en question, ou l'ensemble de ces programmes, de ces études, ont évolué sur une proportion à peu près équivalente entre l'interne et l'externe, avec globalement un programme qui a porté sur une approche tant qualitative que quantitative. Si on essaye de regarder très rapidement quels sont les résultats clés par piste, la plupart de ces résultats ne vous surprendront pas. Il faudra rentrer dans les détails pour en comprendre un peu plus. Pour ce qui concerne la productivité personnelle et le bien-être, on a vu et on a constaté une productivité des information workers stable ou en hausse. Pour autant, on a vu que cette productivité et ce nouveau mode de travail pouvaient peser sur le long terme sur le bien-être de l'ensemble des information workers, notamment parce que les jours de travail sont plus longs. Et même si on a beaucoup de variations individuelles, on a pu voir monter une certaine forme de stress, voire même dans certains cas des risques de burn-out avérés. En termes d'ingénierie logicielle, même constat, en général une productivité, même si la productivité, on y reviendra, est quelque chose de difficile à mesurer, qui est stable ou en hausse, avec les mêmes conséquences à long terme pour le bien-être des développeurs. En matière d'IT, bien évidemment, il y a eu la nécessité pour l'ensemble de nos clients de s'adapter, y compris leur informatique. Et donc, je vous donnerai l'exemple de l'informatique interne de Microsoft. Et je pense que ça sera intéressant de comprendre comment les choses ont évolué et dans quelle direction on se projette dans le futur, dans un contexte où, bien évidemment, le Covid a attiré de nombreuses attaques en matière de cybersécurité et donc une augmentation des risques en matière de sécurité et de conformité. En termes de collaboration et de réunion, on a évidemment eu posé de très nombreux nouveaux défis en termes de collaboration, à la fois parce que d'une manière générale, on en demande en général trop aux réunions, et que l'ergonomie, l'interface homme-machine, l'interaction sociale au sein des réunions pose pas mal de questions, en particulier pour notre capacité à comprendre l'ambiance de la salle, comment réussir à prendre la parole sans se marcher sur les pieds. On a vu aussi dans la mise en place de cette collaboration des manques criants autour notamment de tout ce qui est temps social, temps d'interaction non nécessairement
capable de remplacer les réunions informelles et finalement les discussions autour de la machine à café. Et puis un grand déficit en termes de travail créatif, où on se rend compte qu'il y a un vrai risque autour de la poursuite de ce mode de travail, autour de la créativité. À la maison, bien évidemment, on a rencontré, comme probablement un certain nombre d'entre vous, des difficultés pour trouver un espace de travail disponible à la maison, les difficultés autour de la garde des enfants et du fait finalement de devoir partager un environnement qui n'était pas nécessairement prévu pour ça. Il y a eu beaucoup de questions en termes d'équipement, aussi en termes de qualité de connectivité réseau. Et en termes d'implication sociale ou sociétale, aujourd'hui, on dispose de données à court terme. On aurait besoin d'une vision à long terme qu'on est en train de construire, mais c'est quelque chose d'assez complexe. On a vu certainement une montée des inégalités qui ont été exacerbées par le travail à distance et la crise du Covid. Et d'une manière générale, on se rend compte que la mise en place du télétravail a permis de nouveaux modes de travail avec beaucoup plus de fluidité, une indépendance du lieu de travail, une montée en puissance des freelances qui finalement ont pu travailler à distance sans que ça soit vraiment une gêne pour leur travail au quotidien, etc., etc. Ce qu'on constate aussi, c'est que les avantages et les défis du travail à la maison sont intimement liés. Si on parle de flexibilité comme avantage, en termes d'inconvénients, on peut avoir des journées de travail plus longues et aussi quelque chose qui est très souvent remonté par les utilisateurs, qui est un manque de structuration dans l'emploi du temps. Le fait de pouvoir bénéficier d'un travail à distance et donc d'éviter de prendre des transports, que ce soit la voiture ou les transports en commun, a comme inconvénient corollaire une frontière qui est de plus en plus floue entre le travail pro et le travail perso. Le fait de pouvoir passer plus de temps en famille a aussi comme impact le fait qu'on a plus de distractions non professionnelles qui peuvent éventuellement nuire à la productivité. En termes d'avantages sur le plan de la santé physique, la possibilité de pouvoir intercaler plus facilement des exercices a aussi eu comme conséquence le fait qu'on soit plus sédentaire, qu'on ait souvent un inconfort physique et que quelquefois finalement on fasse encore moins d'exercices qu'avant. Le fait de disposer de moins de distractions au travail par rapport à l'interaction avec les autres a comme inconvénient qui lui fait face évidemment l'isolement et puis de très nombreux défis en termes de communication, manque de visibilité personnelle, etc. Et puis un sujet que je mentionnais tout à l'heure qui est la montée du stress, la montée de l'épuisement émotionnel et des éventuels cas de burn-out. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, en ce qui concerne la productivité personnelle et le bien-être, on a vu que à travers l'effondrement ou le floutage de la frontière entre le travail à la maison, le travail et la maison, on a finalement le sentiment d'être de plus en plus toujours en ligne. On a des jours de travail qui sont plus longs. On a vu au total une progression de 52% de l'utilisation des chats entre 18h et minuit, ce qui est assez considérable. Bien sûr, il y a aussi des opportunités autour de l'absence de trajet et des horaires flexibles. Et ce qu'on a constaté dans nos différentes pistes de recherche, c'est que l'expérience des utilisateurs va beaucoup varier selon les circonstances individuelles. Typiquement, en général, les gens qui font de la vente, particulièrement chez Microsoft, mais pas que, sont en général gênés par le travail à distance parce que la vente est un exercice souvent d'interaction personnelle et le fait de ne pas pouvoir voir son client pose un certain nombre de problèmes. Pas mal de managers se sont finalement trouvés très bien de cette expérience. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on reviendra parce que les choses ne sont pas si roses. Et en ce qui concerne les parents, la variabilité de l'expérience est proche de l'infini. Il y a des gens qui ont pu faire garder leurs enfants,
d'autres qui n'ont pas pu le faire, d'autres qui étaient confinés dans des surfaces extrêmement faibles et qui ont donc dû partager finalement leur table de travail avec leurs enfants et avec tous les impacts que ça a pu avoir. Donc en fait, la variabilité de l'expérience a été extrêmement large. En ce qui concerne la partie IT et sécurité, évidemment, pour les professionnels de l'informatique, ils ont eu la nécessité de travailler à domicile, mais leur travail a été rendu plus difficile, en particulier si ce n'était pas nécessairement prévu au départ. Et puis, bien évidemment, le travail à distance a eu comme conséquence d'exposer davantage les utilisateurs à la maison. D'abord parce qu'il a été difficile, et quelquefois ça reste encore difficile, de faire fonctionner le travail à distance, à la fois parce que bien souvent on utilise l'équipement qui était déjà disponible à la maison, donc pas nécessairement très sécurisé, la généralisation de l'utilisation du Wi-Fi, bien souvent parce qu'il y a eu la difficulté de la remise en cause de l'architecture de sécurité du système d'information, des liens VPN saturés avec des organisations que j'ai pu constater chez un certain nombre de grands clients où, par exemple, la moitié des utilisateurs pouvaient se connecter le matin et l'autre moitié l'après-midi parce que si tout le monde se connectait en même temps, les liens étaient saturés. Donc, il y a des solutions à ce genre de problèmes qui ont pu être adoptées plus ou moins bien en fonction des préoccupations de sécurité des utilisateurs. Il y a une augmentation très sensible des attaques de phishing, beaucoup de difficultés à faire respecter la conformité et d'une manière générale, beaucoup d'entreprises ont rencontré beaucoup de difficultés parce que ce n'était pas prévu initialement pour, par exemple, provisionner des équipements à la maison. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait livrer les équipements du bureau au domicile des différents collaborateurs. On a vu aussi beaucoup de difficultés à remplacer des PC qui étaient tout simplement hors d'usage suite à une utilisation très intensive à la maison, ou encore beaucoup de difficultés autour de l'utilisation de tâches très simples, comme par exemple le patch management, où il s'agit d'un tout autre exercice que de pousser les patchs quand on est sur un réseau interne et quand on doit éventuellement faire le même exercice sur l'Internet. Au niveau de la collaboration et des communications, on a vu un raccourcissement des temps de réunion, une augmentation considérable du temps de chat, des réunions qui sont souvent épuisantes. Je donnerai quelques informations sur ce sujet dans un tout petit instant. La difficulté de prendre son tour en réunion, tout le monde qui parle un peu en même temps, même s'il y a la possibilité éventuellement de lever la main. Des difficultés en termes de collaboration créative, moins de réunions de brainstorming, peu d'utilisation des tableaux blancs et donc la difficulté à créer ensemble. Évidemment, une diminution de l'interaction sociale avec un chercheur de Stanford qui s'appelle Nick Bloom, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui parle du fait que l'on brûle notre capital social et que ce capital social n'est pas infini. Quand on regarde la progression de l'utilisation de chat sur Teams en dehors, entre guillemets, des heures traditionnelles, on se rend compte qu'il y a eu effectivement une progression très significative du chat dans des heures qui ne sont pas des heures vraiment traditionnelles. Donc, on peut parler de 6, 7, 8 heures du soir. Et on voit aussi une augmentation considérable du chat, y compris jusqu'à minuit, voire même à des heures qui sont vraiment indues, entre guillemets. Et c'est souvent lié à quelque chose qu'on a pu voir chez Microsoft, où en raison des décalages horaires entre différentes entités, on peut avoir la nécessité de poursuivre des réunions très tard le soir et dans la nuit, tout simplement pour être capable de servir des besoins à la fois en Europe, sur la côte ouest des États-Unis et aussi en Asie. En ce qui concerne les dispositifs physiques, bien sûr, on en a déjà parlé, difficile de trouver le bon espace de travail à la maison. On a une personne sur 5 chez Microsoft qui n'a pas d'espace de travail dédié. On a vu beaucoup de problèmes de connectivité, en particulier quand les débits réseau sont insuffisants.
et beaucoup de demandes exprimées en termes d'éclairage, en termes d'ergonomie, de gens qui commencent à avoir des douleurs lombaires, des problèmes au niveau des bras et des mains. Donc en fait, la question de l'ergonomie du poste de travail à la maison est évidemment une question extrêmement importante. En ce qui concerne les implications sociétales, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir une vision long terme pour l'instant. C'est vrai que pour l'instant, on considère que globalement, l'essentiel du travail est distant, mais à partir du moment où on peut se projeter dans un environnement post-pandémie, en espérant évidemment que ce moment arrive le plus vite possible, la question de savoir ce qui se passera quand les collaborateurs retourneront sur le lieu de travail se posera. Donc on a lancé un programme de recherche sur la Chine où globalement la quasi-totalité des collaborateurs de Microsoft sont retournés travailler sur leur lieu de travail. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais qui est extrêmement diffus, en tout cas pour l'instant, pour savoir quelles sont les habitudes qui resteront et quelles sont celles qui ne resteront pas. Premier sujet vraiment un peu détaillé dont je voudrais parler, c'est une étude que l'on a réalisée sur la charge cognitive lors des vidéoconférences. En fait, on s'est rendu compte que notre cerveau réagit de manière différente en fonction du fait que l'on collabore en personne ou à distance. Donc en fait, on a mené une expérience avec une paire de personnes dont on a équipé une d'un casque permettant de prendre un électroencéphalogramme en temps réel. Et finalement, on a essayé de mesurer déjà dans un premier temps ce qui se passait quand on collaborait en personne et quand on passait à l'autre situation, c'est-à-dire la collaboration à distance. Le premier phénomène, qui est un phénomène étrange auquel on ne s'attendait pas, c'est que si on commence à collaborer en personne et qu'ensuite on collabore à distance, on augmente un peu, mais pas de manière considérable, la charge cognitive pour un temps de conférence limité. Par contre, quand on fait l'inverse, c'est-à-dire que l'on fait une première collaboration à distance et qu'ensuite on passe à une collaboration en personne, l'adaptation pour revenir entre guillemets à la collaboration en personne est plus difficile. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça fait partie des observations que l'on a faites. Un autre élément important, c'est que les réunions vidéo forcent en général notre cerveau à se concentrer davantage, ce qui peut entraîner une fatigue significative au fil du temps. Et donc typiquement, dans cet environnement-là, il faut faire attention au fait que l'impact des réunions n'est pas du tout négligeable quand elles se font à distance et utilisent un mode de communication en vidéo, parce que à la fois le fait de revenir en présentiel aura un impact inévitable sur la charge cognitive, contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, mais aussi parce que on se rend compte qu'on a finalement une capacité d'attention qui est limitée, parce que finalement, il faut se concentrer sur l'écran pour extraire des informations pertinentes et rester engagé. Il faut, puisqu'on a très peu de signaux non verbaux qui nous aident à comprendre ce qui se passe et les interactions entre les personnes, ce n'est pas toujours facile d'interpréter les signaux qui sont inexistants. Quand on partage son écran, on a finalement assez peu de visibilité sur les personnes avec qui on interagit. C'est probablement l'expérience que vous avez en ce moment. Et donc, en fait, aujourd'hui, par rapport aux mesures que l'on a faites, on recommande de prendre des pauses régulières toutes les 2 heures pour permettre au cerveau de se recharger, de limiter les réunions à 30 minutes et d'une manière générale de chercher à ponctuer les longues réunions de petites pauses à chaque fois que c'est possible. On a essayé aussi, en termes technologiques, de faire évoluer Teams à travers l'introduction du Together Mode et de la vue dynamique pour essayer d'avoir une création de liens qui sont un peu plus humains avec les personnes avec lesquelles on interagit. Mais d'une manière générale, il faut faire attention à organiser des réunions qui prennent en compte le fait que notre cerveau se fatigue beaucoup plus vite dans une interaction à distance.
On va passer maintenant à l'impact pour les développeurs, notamment tel que on l'a mesuré sur GitHub. Donc évidemment, mesurer la productivité des développeurs, c'est quelque chose de complexe. C'est une combinaison de très nombreuses choses, y compris le temps passé sur le code, le fait de pousser des modifications, de revoir du code. Donc, on ne va pas forcément s'intéresser exactement à la productivité réelle, mais en tout cas à la productivité telle qu'elle semble apparaître dans les chiffres. Et donc, la productivité des développeurs telle que mesurée sur GitHub, ici, on se rend compte qu'elle est, si on compare 2019 et 2020, à travers la mesure simplement du nombre de pull requests, on se rend compte qu'il y a effectivement, au moins en aperçu de la productivité, une augmentation de celle-ci. Il en est de même quand on parle des push cette fois-ci, donc le fait effectivement de pousser des modifications, le volume augmente, et d'ailleurs quand vous voyez ici le temps des week-ends, c'est celui qui est mesuré essentiellement en gris, on se rend compte qu'il y a beaucoup de modifications qui se font pendant le week-end. Donc il y a une augmentation significative du volume qui est poussé, de code qui est poussé pendant le week-end. Et donc, dans le rapport qui est publié régulièrement par LinkedIn, qui s'appelle Octoverse, je dis par LinkedIn, mais ce n'est pas du tout par LinkedIn, c'est par GitHub, c'est une erreur dans mon slide. On observe en tout cas à travers la mesure que les utilisateurs qui sont situés dans le réseau, dans le fuseau horaire du Pacifique, on a fait une étude un peu plus large, mais je me focalise sur cet élément ici. C'est d'ailleurs les mêmes conclusions à quelques nuances près dans les autres fuseaux horaires et ailleurs dans le monde. En général, les développeurs passent des journées plus longues, font beaucoup plus de travail de développement. On ne sait pas exactement quelle en est l'explication. Est-ce que c'est parce que finalement, au lieu d'aller au bureau, on va finalement consacrer ce temps à davantage développer? Est-ce que c'est aussi parce que finalement, on est dans un contexte d'incertitude économique, qu'on veut montrer à son manager que l'on fait bien son travail pour avoir une garantie plus importante de rester dans une situation d'emploi? Est-ce qu'on utilise finalement le travail comme une distraction pour lutter contre l'ennui quand on est coincé à la maison? Est-ce que c'est une pression de la direction pour mettre les produits sur le marché plus rapidement? C'est difficile de savoir, il aurait fallu avoir une étude sociologique plus approfondie pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que même si on peut effectivement se dire qu'il y a une augmentation, au moins dans les chiffres de la productivité, si on associe cette augmentation de la productivité avec une augmentation de la cadence de travail, en particulier le week-end, je pense qu'il est nécessaire d'alerter les développeurs, les managers et d'une manière générale les entreprises sur le fait qu'il est nécessaire de prendre des mesures proactives pour éviter l'épuisement professionnel et qu'il faut dans tous les cas prêter une attention particulière à l'émergence éventuelle d'un problème de burn-out au sein des équipes. Quand on enquête auprès des développeurs, donc ça c'est un papier de Microsoft Research qui d'ailleurs a été publié sur Arxiv, on voit un certain nombre d'éléments de nature qualitative qui sont exprimés par les développeurs. Vous en voyez toute une liste ici. Moins de temps dans les transports, on dépense moins d'argent, on a des heures de travail flexibles, on est plus proche de la famille, on a plus de temps de concentration, moins de distractions, on peut faire plus de pauses, on a des réunions plus efficaces, on a moins de contrôle sur le travail, sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard. Donc il y a des éléments positifs, il y a aussi des éléments négatifs, les interactions sociales qui manquent, moins de capacité finalement à comprendre ce que font les autres, une mauvaise ergonomie, des difficultés pour trouver la limite entre le travail et la vie personnelle, le manque de matériel pour travailler, des problèmes de connectivité,
plus de distractions, ce qui est évidemment en contradiction avec les côtés positifs, mais c'est vrai qu'en fait, il y a les deux qui sont observés. Le manque de routine, donc le fait de ne pas avoir finalement un agenda qui est prévu dès le départ, le manque de pause, le fait d'avoir éventuellement un manque de motivation, un problème de garde d'enfants. Donc en fait, vous voyez que sur le plan qualitatif, les opinions des développeurs sont très diverses, mais je pense qu'ils listent ici finalement beaucoup d'éléments qui ont été observés par la plupart d'entre nous dans notre expérience du travail à distance. Pour ce qui concerne les implications sociétales, il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même intéressants et interpellants. Donc là, j'ai utilisé les bases des éléments qui ont été collectés aux États-Unis, mais c'est un élément qui est important. Évidemment, le salaire médian, notamment pour ce qui concerne les développeurs de logiciels, n'est pas le même selon le fait que vous soyez en Californie ou dans les régions ou dans les États du sud des États-Unis. Et donc, d'une manière générale, les employeurs utilisent des données de rémunération géographique pour déterminer la rémunération de leurs collaborateurs. Et donc, d'une manière générale, à travers le fait que l'endroit où on travaille est complètement découplé de l'endroit où l'on vit, a évidemment un impact sur ce sujet-là, parce que finalement, ça peut encourager à la fois les gens à déménager pour éventuellement travailler dans des zones où le prix du logement est inférieur. Et d'une manière générale, ça va certainement avoir un impact sur la façon dont les salaires seront distribués. Je parle des États-Unis ici, mais on peut raisonnablement penser qu'il en sera de même en France. D'une manière générale, le travail à distance change la valeur du travail et des travailleurs pour ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne le peuvent pas. Donc j'ai mis ici deux citations qui sont issues de nos travaux de recherche et où on se rend compte que finalement, entre un décideur qui va avoir la possibilité de faire 2 millions de dollars d'économies sur les bureaux qu'il n'aura plus besoin de louer et les préoccupations d'un employé de première ligne qui se voit éventuellement comme variable d'ajustement, il y a évidemment une perception qui est extrêmement différente. On a parlé du fait que l'innovation pouvait être éventuellement en danger. Donc, ce qui est sûr, c'est que les collaborateurs à distance déclarent consacrer beaucoup moins de temps à l'idéation et à la créativité, qui sont des moteurs extrêmement connus de l'innovation, en particulier l'innovation collaborative. Donc, c'est un sujet qu'il est nécessaire de surveiller de près. Et puis, bien sûr, les inégalités sociales croissantes qui ont été mises à jour par la pandémie vont nécessiter très probablement de repenser un certain nombre de valeurs culturelles et d'entreprises. Donc, j'ai cité ici des statistiques aux États-Unis par rapport au pourcentage de personnes qui peuvent télétravailler en fonction de leur ethnicité ou de leur couleur de peau. Et on se rend compte que, d'une manière générale, le travail à distance a une certaine tendance à élargir un certain nombre d'inégalités préexistantes et potentiellement à en révéler de nouvelles en matière de discrimination, de chômage, de genre, de capacité d'accéder à des soins. Donc aux États-Unis, c'est vrai que c'est un problème extrêmement prégnant. Les problématiques de géographie et de bande passante, les problématiques de surpopulation à la maison et de capacité à, d'une manière ou d'une autre, préserver la vie privée. Donc toutes ces questions sont des questions qui nécessiteront un approfondissement, mais en tout cas, ce sont des questions qui sont interpellantes sur le plan sociétal. On a un certain nombre de sujets qui émergent autour du travail à distance et du bien-être. Parmi ceux-ci,
il y a des questions à se poser par rapport à l'impact sur la productivité des différents rôles dans l'entreprise. Et si on essaye de résumer les différents critères qui vont finalement permettre de mesurer cet impact, il y en a un premier qui concerne la confiance. Un des sujets auxquels on a pu être confronté dans un certain nombre d'entreprises, c'est que finalement, un certain nombre de managers de premier niveau voyaient beaucoup leur travail comme un travail de contrôle, notamment sur les horaires qui étaient faits par leurs collaborateurs. Et donc, évidemment, l'arrivée du travail à distance leur a fait se poser plein de questions sur leur rôle et à quoi ils servaient. Un certain nombre d'entre eux se sont reconvertis dans ce qu'on pourrait appeler le micromanagement, c'est-à-dire finalement une certaine forme de harcèlement des collaborateurs pour vérifier en permanence ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont bien à la maison, est-ce qu'ils ne sont pas sortis, est-ce qu'ils sont effectivement en train de faire une tâche utile à l'entreprise ou pas. Et puis, d'une manière générale, on a vu aussi des managers faire confiance à leurs collaborateurs, des collaborateurs faire confiance à leurs managers. Et c'est vrai que la confiance est un élément extrêmement important pour ce qui concerne l'impact sur la productivité. Derrière cette confiance, il y a aussi le niveau d'autonomie. Donc, c'est vrai que les nouveaux embauchés et les contributeurs individuels qui n'ont pas forcément été embauchés récemment ont plus de liberté individuelle que jamais, c'est tout à fait évident, d'où d'ailleurs les questions de confiance que j'abordais tout à l'heure. Et puis enfin, il y a la question des limites qui doivent être posées, aussi bien pour chaque collaborateur, mais aussi pour les managers vis-à-vis de leurs collaborateurs, pour permettre d'éviter la mise en œuvre ou la mise en place d'une certaine forme d'épuisement professionnel et de burn-out, qui sont les éléments auxquels j'ai déjà fait référence tout à l'heure. Clairement, derrière le travail à distance, il y a des questionnements des collaborateurs sur la surveillance. Le travail à distance est considéré comme étant, dans une certaine mesure, un travail surveillé. On a vu aussi beaucoup d'anxiété générée par l'enregistrement, notamment des questions et des réunions, notamment en vidéo, pour permettre un partage ultérieur. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui, du coup, soit se sont auto-censurées, soit ont évité de parler dans la réunion afin d'éviter de laisser des traces des questions éventuellement paraissant stupides qu'ils auraient pu poser. Il y a aussi une montée extrêmement significative du besoin de paraître productif, qui peut être aussi totalement contre-productif dans la réalité. Et puis, bien sûr, il y a les questions de respect de la vie privée dans un certain nombre de secteurs, en particulier les secteurs qui portent sur des données potentiellement sensibles telles que la santé ou des données ou l'enseignement. Donc, d'une manière générale, derrière le travail à distance, il y a bien sûr plein de questions qui se posent sur les capacités de surveillance ou de collecte de données autour de la collaboration. Il est clair que si on parle de l'individu, les équipes qui ont un niveau de confiance élevé vont apparemment ou a priori supposer que les individus font tout ce qu'il est nécessaire de faire pour être productif. Donc, quand on est dans une équipe où on se fait confiance, a priori, on ne va pas être dans une logique où on va se poser des questions sur le fait que ceux qui sont dans la même équipe font tout ce qu'il faut pour continuer à être productifs. En termes d'autonomie, bien sûr, il y aura toutes les considérations autour de l'environnement de travail. Donc, quand à la maison, on a un certain nombre de contraintes sur l'environnement de travail, il y a évidemment des questions qui se posent sur le meilleur endroit pour pouvoir travailler en étant le plus productif possible. Si on n'a pas d'endroit dédié, est-ce que par exemple, on peut aller travailler dans la cuisine parce que on est sûr d'être tranquille pendant les moments où il n'y a pas la nécessité de cuisiner? Est-ce qu'il faut aller se réfugier dans la salle de bain
quitte à éventuellement bénéficier d'une ergonomie extrêmement primaire. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions évidemment que chaque personne doit se poser. Et puis, il y a effectivement la nécessité pour les collaborateurs de se dire, bah, après tout, je vais fixer des limites de mes heures de travail, donc je ne vais pas répondre aux mails ou aux interruptions ou aux chats qui vont m'arriver après une certaine heure. Je vais éventuellement laisser mes caméras éteintes pour éviter une intrusion dans ma vie privée. Donc, si on essaye de résumer l'ensemble de ces différents critères, la confiance, c'est clairement un élément clé. Il est nécessaire de construire et de maintenir la confiance aussi bien au sein des équipes qu'entre les équipes, entre les enseignants et les étudiants. Il y a aussi la question de la confiance dans la technologie. Il y a bien sûr la nécessité d'atténuer autant que faire se peut le micromanagement et d'une manière générale les managers qui veulent toujours en faire plus. Au niveau des collaborateurs, la création de cette apparence de productivité peut être bien souvent contre-productive. En termes d'autonomie, le fait d'avoir plus de choix, ça peut être positif ou négatif. Il est clair qu'on peut choisir de faire de l'exercice ou pas, de faire des pauses ou pas, de travailler 24 heures sur 24 ou pas, d'avoir des interactions sociales ou d'essayer d'en avoir. Dans tous les cas, il est clair que ça aura des conséquences très importantes, notamment sur le bien-être de l'individu. Et puis la question des limites, je pense qu'elles doivent être fixées et communiquées. Donc au niveau de l'entreprise, au niveau de l'équipe, au niveau individuel, il y a certaines briques de technologie qui peuvent aider à faire respecter les limites, par exemple maintenir des réunions qui ont lieu à l'heure, envoyer des messages pour, par exemple, dire à partir de telle heure, tu ne devrais pas envoyer de mail parce que tu vas probablement gêner les personnes à qui tu les envoies, etc., etc. Au niveau de l'informatique, je pense que parmi les éléments sur lesquels il faut insister, c'est sur le fait que finalement, le réseau de l'entreprise a, pendant cette phase de Covid, j'ai donné une image très simplifiée de l'architecture du réseau de Microsoft sur le côté droit, les systèmes d'information ont vu un rôle du réseau interne très très différent, puisque finalement la plupart des ressources et des services, en particulier lors du passage au cloud, sont localisés sur Internet. La notion de périmètre d'entreprise, si tant est qu'on puisse encore le définir, a évidemment changé de tout au tout, puisque les utilisateurs aujourd'hui sont connectés sur Internet et pas sur le périmètre de l'entreprise. L'identité et l'accès, qui étaient souvent liés pour ce qui concerne l'accès à l'utilisation d'un réseau spécifique, le fait d'être sur un subnet donné ou sur un VPN donné n'est plus forcément un critère qui permette de déterminer si on a le droit d'accéder à une information ou pas. D'une manière générale, les périphériques et les fonctions réseau sont de plus en plus définis par le logiciel, en sachant que pour le service informatique, on reste toujours responsable de l'expérience utilisateur et donc on a effectivement de vraies questions à se poser. Ce qu'on a vu, c'est que le basculement a été très très violent. Ça, c'est une image du scan des badges d'employés Microsoft pour l'accès au bâtiment, où on se rend compte que finalement, entre la fin février et la fin mars, il y a une chute vertigineuse du nombre d'utilisateurs. Donc ça, ce sont les statistiques du campus de Redmond dans la banlieue de Seattle. On a eu un effondrement complet du travail au bureau et un remplacement par le télétravail et le travail à domicile. Donc bien sûr, parmi les questions qui se sont posées au niveau de la façon de fonctionner, il y a eu le rôle des VPN. Chez Microsoft, on a choisi de recourir massivement pour tous les services qui sont dans le cloud à un split tunneling qui est que globalement, le trafic qui est destiné aux fournisseurs de services cloud, quels que soient ces services, est réalisé en direct sur Internet et pas à travers un VPN. Il n'y a que dans le cas où le trafic est vraiment destiné au réseau corporate qu'on utilise toujours un VPN.
Et en fait, pour nous, cette façon de fonctionner a eu l'avantage majeur de ne pas nécessiter la multiplication dans des proportions absolument faramineuses des capacités d'accueil des passerelles VPN. Et ça a donc permis de manière extrêmement transparente à l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir continuer de travailler à la maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je mettrai à la disposition l'ensemble de ces différents slides, mais d'une manière générale, l'intérêt d'avoir une infrastructure VPN entre guillemets moderne, qui ne nécessite pas que tout le trafic passe par le réseau de l'entreprise, c'est qu'on diminue considérablement les besoins en matière de VPN, qu'on a une expérience utilisateur qui est en général extrêmement simple parce qu'on peut faire en sorte que quand il est quand même nécessaire d'avoir une connexion VPN, on définisse un profil qui permette la connexion automatique. On a la possibilité à travers ce dispositif de pouvoir bénéficier à fond des capacités de passage à l'échelle du cloud et donc du coup de pouvoir absorber un nombre d'utilisateurs sans cesse croissant sans avoir la nécessité de rajouter du matériel. Et puis, un élément qui est aussi extrêmement important, c'est que ça permet très simplement de continuer à pousser les corrections et les mises à jour logicielles sur le tunnel partagé, tout en ayant la possibilité de contrôler, de piloter les mises à jour des correctifs via un tunnel complet d'entreprise. Donc en fait, en gros, les grandes quantités de données passent à travers l'Internet et ce qui permet le pilotage des mises à jour, en particulier le moment où par exemple on va rendre une mise à jour obligatoire, tout ça, ça continue de passer par le réseau corporate. Et donc le résultat, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est que malgré le fait qu'on a eu une augmentation significative du nombre d'utilisateurs de nos passerelles VPN et qu'il a été nécessaire d'augmenter la bande passante correspondante, on a commencé à rentrer dans une logique où on utilise de plus en plus l'Internet en direct pour tous les services cloud. Et en fait, pour vous dire à quel point on pousse la logique, quand nos utilisateurs vont retourner après la pandémie ou quand on aura à peu près jugulé la pandémie, les utilisateurs qui arriveront sur le campus, au lieu d'être connectés par défaut sur le réseau corporate, ils seront connectés par défaut sur l'Internet parce qu'on considère que l'immense majorité de leur travail sera réalisé en direct sur Internet plutôt qu'à travers un tunnel VPN. Dans un tel contexte d'ailleurs, et c'est un point sur lequel on pourrait revenir, mais on ne le fera pas ici, l'identité et la qualité de l'identité des utilisateurs, donc la nécessité d'utiliser une authentification à 2 facteurs au moins, est absolument vitale. Mais donc notre évolution pour ce qui nous concerne, c'est de réduire la taille du réseau corporate de Microsoft. Si on essaie de se projeter un tout petit peu dans la suite, cette suite évidemment, elle correspond dans la réalité au fait que les collaborateurs, et c'est très clairement reflété dans cette enquête dont je faisais référence plus haut, évidemment, les collaborateurs trouvent des avantages non négligeables au télétravail. Gain de temps, potentiellement gain de confort, suppression des temps de transport, la possibilité d'avoir éventuellement un environnement plus calme, plus propice à la concentration, une gestion plus flexible de son emploi du temps, permettant normalement de mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle. Donc ça, ce sont les avantages qui sont le plus souvent remontés dans l'enquête qui a été réalisée par OpinionWay. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'inconvénients et de risques. Donc, le floutage des frontières entre vie professionnelle et vie privée, le risque d'isolement très fort, un manque de sociabilité avec les collègues qui nuit au moral, une sursollicitation et une surdisponibilité qui amène à faire des journées plus longues, à prendre moins de pauses, et puis évidemment des problèmes matériels, des problèmes techniques, mauvaise connexion Internet, un logement exigu, etc., etc. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a des avantages qui peuvent permettre à un certain nombre de collaborateurs d'imaginer que la solution idéale pourrait être
un modèle hybride avec seulement quelques jours de télétravail par semaine et des jours entreprises pour bénéficier des avantages de la collaboration, de la socialisation, etc., etc. Donc, la décision que l'on a prise chez Microsoft dans ce domaine, c'est une décision qui effectivement permet aux collaborateurs de travailler librement à domicile pendant au plus 50% de leur semaine de travail, en sachant que si les collaborateurs souhaitent continuer de travailler en permanence, c'est au manager d'approuver cette demande, en sachant bien évidemment que si on opte pour une option de travail à distance, il y a la conséquence d'abandonner l'espace bureau qui avait été attribué aux collaborateurs en ayant toujours la possibilité d'utiliser un espace disponible, une sorte d'espace de coworking dans les bureaux de Microsoft qui est prévu à cet effet. Donc pour ce qui nous concerne, en tant qu'entreprise, on se dirige vers un environnement de travail hybride qui semble aujourd'hui, on a une enquête en cours d'ailleurs à ce sujet à travers les délégués du personnel chez Microsoft en France, mais disons qu'aujourd'hui, au niveau corporate, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc la question qu'on peut se poser, c'est savoir ce qui persistera quand on embrassera à nouveau un mode de travail hybride. C'est évidemment pas facile à prévoir. On a commencé à utiliser Workplace Analytics pour examiner les données de télémétrie de nos collègues en Chine. On a vu des choses assez surprenantes, comme par exemple le fait que les modes de collaboration qui ont été établis pendant le travail à domicile ont largement persisté, c'est-à-dire une augmentation des vidéoconférences, du chat, etc. On a vu aussi le fait qu'on augmentait quand même les appels vocaux et les appels vidéo parce que finalement, dans une logique un peu hybride, il y avait aussi un certain nombre de personnes qui restaient à domicile. On a vu persister l'effet de l'allongement de la semaine de travail, qui est même passé de 90 minutes à 2 heures en moyenne, avec une augmentation des réunions virtuelles. On a vu aussi mentionner par nos employés le fait qu'ils faisaient état de difficultés à se déconnecter le soir, ce qui évidemment est un défi avec le retour au bureau. Par contre, on a vu quelque chose de positif, c'est qu'il y a une augmentation du temps passé avec les managers en face de leurs collaborateurs dans une logique de one-one. Et donc, c'est devenu une pratique permanente, même pendant un environnement hybride. Donc, on est évidemment tout à fait au début de ces constatations, puisque finalement, on a peu d'endroits encore dans le monde où les gens sont revenus de manière massive au bureau et ont mis en place ce type de travail hybride. Mais c'était là-dessus que je voulais conclure ma présentation pour vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que ce mode de travail hybride va très probablement être mis en place. Il y aura un certain nombre de défis très significatifs, en particulier parce que derrière la notion d'hybridité, il y a une notion d'asymétrie entre les gens qui partagent une même salle de réunion et les gens qui sont à distance. Donc, il y a la nécessité de repenser un certain nombre de dispositifs, notamment de vidéoconférence dans ce cadre. Il y a la question que j'ai évoquée sur notamment les risques en matière de capacité à être inventif, à innover, qui nécessitent bien souvent des modes de collaboration qui sont souvent des modes de collaboration en physique. Donc, toutes les réponses à toutes ces questions, on ne les a évidemment pas encore, mais vous pouvez vous attendre dans les mois qui vont venir à des publications extrêmement significatives de Microsoft Research autour de toutes ces questions, puisque bien évidemment, ce sont des questions absolument essentielles, non seulement pour Microsoft en termes d'évolution de nos propres produits et services, mais aussi d'une manière générale pour la société, parce que clairement, la société a été, au sens global du terme, interpellée. J'ai évoqué les problématiques de montée des inégalités que l'on ne peut pas ne pas
ne pas adresser d'une manière ou d'une autre. Donc toutes ces questions sont des questions qui vont probablement nous amener à réfléchir encore pendant quelques mois pour essayer de se donner quelques directions sur ce que pourrait être le futur dans un tel cadre. Voilà, je vais arrêter ma présentation ici et je vais vous donner la possibilité de poser des questions, notamment dans le chat, que Patrick et d'autres auront la possibilité de me relayer. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup Bernard pour cette intervention très, très riche, évidemment. Les questions, en fait, il y en a notamment deux. C'est, je pense que c'était au moment où tu parlais des développeurs. Pourquoi ne pas se baser sur le travail des streamers pour l'interaction à distance sur Teams, par exemple? Est-il possible dans ce cas de partager à la fois son écran et la caméra du streamer? Donc, je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait la question, mais est-ce qu'on a des moyens en fait de... Je suppose que l'objectif, c'est par exemple, si on imagine de l'extrême programming, où en fait on est deux à développer en parallèle, l'idée c'est potentiellement d'avoir la possibilité non seulement, et ça c'est déjà possible, de pouvoir travailler à deux sur le même code. Aujourd'hui, si vous prenez Visual Studio ou Visual Studio Code, vous pouvez parfaitement interagir de cette façon. L'idée, ça serait d'avoir en parallèle un stream vidéo, mais rien n'empêche d'ouvrir en même temps Teams et Visual Studio Code en parallèle. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la plupart du temps, les développeurs à la maison, bon, ils ont l'habitude de travailler avec plusieurs écrans. Ils ont eu en général plusieurs écrans. Donc, en fait, on a permis à nos collaborateurs de commander de manière assez libre des équipements supplémentaires pour la maison, que ce soit des casques, que ce soit des écrans, que ce soit des stations d'accueil, parce qu'effectivement, c'était nécessaire. Mais rien n'empêche, si c'était ça le sens de la question, encore une fois, d'avoir la possibilité de collaborer sur du code à travers les outils tels que Visual Studio, mais aussi avoir une interaction vidéo ouverte en parallèle. Tout à fait. Une autre question, est-ce que vous avez un pourcentage d'entreprises passées à 100% en télétravail avec des espaces de coworking et dans quel secteur? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que tu connais des exemples? Alors honnêtement, la réponse est non. En fait, quand il y a eu un confinement dur, en particulier pendant la première phase, il y a eu effectivement un passage de 0 à 100 très brutal, qui n'a pas forcément permis aux entreprises de s'organiser. Donc en fait, bien souvent, elles sont passées dans un mode où la plupart du temps, les gens étaient à la maison. Pendant la deuxième période de confinement, je pense qu'il y a probablement eu plus de situations où il y a eu la mise en place de moyens de coworking, mais je ne pourrais pas donner des exemples personnellement, mais je suis à peu près sûr que en cherchant un peu, on pourra trouver ce genre d'exemple dans les entreprises. Et dernière question ou remarque, c'est plus une remarque, je pense. Le futur mode hybride du télétravail à 50%, ça veut dire 2-3 jours au bureau? Oui, il me semble que oui, mais je te laisse commenter. Oui, c'est exactement de ça. Donc, quand on parle de effectivement 50%, c'est soit 2 jours et demi au bureau, 2 jours et demi chez soi, au plus, puisqu'en fait, en gros, l'idée, c'est de dire les gens peuvent choisir. Ils peuvent venir au bureau tout le temps, et jusqu'à 50%, ils sont libres de télétravailler. C'est au-dessus de 50% que les collaborateurs de Microsoft doivent demander l'approbation de leur manager. Mais effectivement, ça peut être 2 jours une semaine, 3 jours la suivante, enfin bref. L'idée, c'est aussi de définir, et c'est ce qu'on a commencé à faire chez Microsoft, des jours qui sont, par exemple, des jours réservés aux réunions internes. Donc, par exemple, chez Microsoft, on a des réunions qui sont a priori prépositionnées de manière systématique le lundi et le vendredi. Il n'y a pas de réunion du tout pendant les mardis, mercredis et jeudis qui sont normalement réservés à l'interaction avec nos clients. Donc, c'est une préfiguration d'un mode de fonctionnement tel que celui-là, en sachant qu'aujourd'hui, au jour où on se parle, le campus de Microsoft à Issy-les-Moulineaux est
globalement fermé, même s'il peut y avoir de temps en temps quelques exceptions, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'en ce qui concerne la France, on est quasiment à 100% en télétravail. Très bien. Bah, écoute, on va suivre tout ça et puis rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Modern Workplace où on étudiera un peu une nouvelle année d'évolution. Merci encore une fois. Merci à tous. Très grand merci. Prenez soin de vous et puis meilleurs vœux parce qu'il est encore temps de le faire. Donc, bonne année à tous et puis j'espère qu'effectivement, quand on se reverra physiquement dans un vrai mode d'interaction parce que je pense qu'à un moment donné, le partage entre les gens, la possibilité d'échanger, de partager une bière, ça reste quand même quelque chose auquel on tient. Tout à fait, tout à fait. On se reverra peut-être 50% des fois en vrai et 50% des fois en ligne. C'est ça. Merci beaucoup encore Bernard. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai le grand plaisir d'introduire nos sponsors. Notre premier sponsor, donc ils vont se présenter chacun à leur tour. Notre premier sponsor, donc après Microsoft, c'est Exacis Nelite. Et j'ai la chance, nous avons tous la chance d'avoir Didier Zetoun en ligne. Tu m'entends, Didier? Oui, très bien. Bonjour à tous, voilà. Bonjour Patrick. Eh bien, comme on dit, la parole est à toi. Ok, merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Didier Zetoun, je suis le président et cofondateur de Magellan Partners. Donc on va passer à la slide suivante. Donc Magellan Partners, c'est une entreprise française qui allie à la fois du conseil en organisation autour des process, de l'organisation, la transformation des organisations et du système d'information. Et on est complètement ancré dans les technologies et la data. Donc aujourd'hui, Magellan Partners, c'est 1200 consultants répartis dans 12 villes en France, et on est aussi au Maroc et en Bulgarie et à l'île Maurice. Donc on a à gauche, vous voyez, à peu près 400 consultants qui travaillent donc sur l'organisation. Comme l'a dit Bernard tout à l'heure, en ce moment, on travaille beaucoup sur l'organisation du monde d'après, comme on dit, avec le télétravail, les impacts sur l'organisation du travail, sur la distribution du travail, sur le contrôle et la productivité au travail. Et puis à droite, on a un certain nombre d'activités IT spécialisées, dont la plus importante, la plus grande, c'est Microsoft avec Exacis Nelite. Globalement, on est présent sur 5 secteurs d'activité: le secteur énergie utilities, la banque, l'assurance, la santé, les secteurs publics et l'industrie et les services. Alors, si on passe sur la page suivante, avec une présentation d'Exakis Nelite. Donc, Exacis Nelite, c'est aujourd'hui 560 consultants certifiés Microsoft. On est ce qu'on appelle, et un des derniers certainement, pure player Microsoft, puisque toutes les équipes Exacis Nelite travaillent le matin, le midi et le soir avec Microsoft pour servir sur la France entière des grandes entreprises, des grands comptes, comme on dit, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Et on est présent de Lille à Aix-en-Provence, en passant par Biarritz, où on a un centre de développement .NET, SharePoint et Azure, et on couvre quasiment tout le territoire national. On est aussi présent au Maroc, à Casablanca, où on a été élu partenaire de l'année par Microsoft cette année. Voilà. Et donc, on travaille bien évidemment sur l'ensemble des solutions Microsoft et très étroitement avec Microsoft. Alors, sur la troisième et dernière slide, pour rentrer un petit peu dans le détail, tout d'abord, Exacis Nelite, comme son nom l'indique, c'est issu, il y a maintenant 2 ans, du rapprochement entre 2 pure players Microsoft, hein, Exacis d'une part et Nelite d'autre part, avec une très forte complémentarité. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, on fait quoi? On intervient sur toutes les innovations, toutes les nouvelles solutions de Microsoft, que ce soit sur l'IoT, que ce soit sur la data, sur l'intelligence artificielle bien sûr, sur tout ce qui est cloud Azure,
en termes de développement, de migration vers le cloud, et pour embarquer à la fois des innovations numériques et toutes les solutions Microsoft. On est très très fiers d'être Gold Partner sur 14, vous le voyez en haut à droite, donc sur 14 domaines de compétences Microsoft. C'est le travail acharné de l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est une consécration importante. Et puis, cette année, on a été élu partenaire de l'année sur Modern Workplace en France. Et ça, c'est l'élément fondamental. On a beaucoup investi avec Microsoft sur leur solution Modern Workplace. On travaille pour nos clients sur l'expérience utilisateur, sur la mise en place, comme l'a évoqué Bernard tout à l'heure, sur la mise en place des solutions collaboratives, des solutions unifiées et sécurisées pour tous les clients, toutes les entreprises. Voilà. Et ça, c'est un élément très important. Et la particularité d'Exakis Nelite, c'est qu'on est capable, avec une très forte expertise, d'implémenter, de designer des architectures sur les solutions collaboratives et Modern Workplace, de travailler sur les nouvelles solutions autour du Modern Workplace comme Power Platform, Power Apps, etc. Et de pouvoir y adjoindre une équipe mixte entre des consultants fonctionnels, des consultants métiers et des experts sur l'ensemble des solutions Microsoft. Voilà très vite, en 5 minutes, puisque j'avais 5 minutes, la présentation d'Exakis Nelite. Et on est un des derniers pure players en France, et très fier de l'être, et un pure player indépendant. Merci beaucoup, c'était très clair. Et on est ravis de vous avoir pour cette conférence, sachant qu'il y a beaucoup de sessions présentées par des consultants Exakis Nelite aussi, qu'on retrouvera dans l'agenda sans aucun problème. Merci, Patrick. Merci. Donc, suivant, nous avons maintenant notre deuxième sponsor, Avanade Azeo, qui va se présenter. Ça va être Jean-Pierre Riel qui va nous faire une petite introduction. Bonjour, je suis Jean-Pierre Riel. Vous me connaissez peut-être dans les communautés AMS, Data ou Power BI, dans lesquelles je suis très impliqué. Je sais que vous êtes venus pour l'expertise partagée par les différents conférenciers, mais aussi pour gagner des cadeaux à la fin. Alors, je serai bref, mais je vais solliciter quand même quelques minutes de votre temps pour vous parler de ce qu'Azeo et Avanade peuvent vous apporter. Alors, en effet, je suis le directeur de l'innovation d'une société qui s'appelle Azeo, partenaire de cet événement avec Avanade. Nous sommes une ESN pure player des technologies Microsoft et on accompagne les communautés depuis près de 10 ans. Alors, Azeo et Avanade ont choisi de construire leur avenir en commun. En effet, Avanade, premier intégrateur mondial des technologies Microsoft, a racheté Azeo en octobre dernier. Ce qui fait de nous une force de frappe de 1000 collaborateurs qui partagent tous le même ADN. 1, la passion pour les technologies Microsoft, et 2, leur mise en œuvre pour créer de la valeur métier chez nos clients. Alors, Avanade comme Azeo partagent une expérience et une expertise forte sur la Modern Workplace, que ce soit sur la partie plateforme Microsoft 365, l'administration, la mise en œuvre, le support, l'expertise, mais aussi sur l'accompagnement des utilisateurs, des directions, qu'elles soient techniques, métiers, à en tirer le meilleur retour sur investissement au travers de l'adoption et de l'efficacité personnelle et collective. La Workplace Experience, c'est l'ensemble de ces technologies de la Modern Workplace, au sens Microsoft, qui vont être au service de l'entreprise et de ses collaborateurs. Mais le mieux, c'est de voir une vidéo.
Alors, un beau programme partage avec Avanade, c'est la fierté de contribuer aux communautés qui complètent notre écosystème Microsoft pour aider à l'adoption des technologies. Mais on doit surtout en remercier nos collaborateurs qui, comme moi, partagent leurs connaissances avec passion. Alors, lors de la Modern Workplace Conférence Paris, vous allez avoir d'une partie des contributeurs Azeo et Avanade, mais je vais vous dérouler le programme. Alors, c'était hier, on va passer vite. En effet, Amélie Ploquin et moi-même avons eu la chance d'animer 2 masterclass, une sur Power BI et une sur l'accompagnement au changement. Mais on va se concentrer sur les sessions à venir, donc à partir d'aujourd'hui et demain. Alors, toujours Amélie des équipes Digital Advisory qui va nous parler de gouvernance et adoption Microsoft 365. Ça sera aujourd'hui à 13h30. Aujourd'hui également, c'est sur un petit peu plus technique qui va nous parler du Power Apps Component Framework, c'est Alan de Castro qui nous fera une introduction à partir de 15h. On a aussi une session sur justement la transformation qui va créer de la valeur chez nos clients, donc ce qu'on appelle la Value Realization, un concept très très intéressant présenté par Laurent Webel, ça sera à 16h. Toujours aujourd'hui, Antoine Galland qui nous parlera justement de 10 bonnes pratiques pour pouvoir adopter la Power Platform au sein de l'organisation, une session très intéressante. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Demain, vous aurez la chance de voir une session avec Amira qui nous parlera de disponibilité et de performance des applications Power Apps en utilisant une brique d'Azure d'ailleurs, qui sera Azure Monitor. Ensuite, Erika Baumier qui nous parlera qui fera un retour d'expérience, qui nous parlera d'un projet sur lequel elle travaille, qui consiste à une transformation digitale d'un conseil départemental, toute une histoire. Ensuite, nous aurons de nouveau Antoine Galland qui représentera, cette fois-ci accompagné de Vincent Visdelou, sur ce qu'on appelle les COE Power Platform, les Center of Excellence, qu'on peut construire justement pour adopter la Power Platform au sein de votre entreprise. Et enfin, je serai accompagné par Anna Urbik pour terminer cette belle aventure des sessions des collaborateurs Azeo et Avanade pour parler de partage et collaboration autour de Power BI. Alors, avant de terminer, l'idée c'est de vous dire que venez découvrir ce que font et ce que peut vous apporter Azeo, les talents d'Azeo et les talents d'Avanade. Passez sur notre stand virtuel, venez voir un petit peu les vidéos, les plaquettes qu'on peut vous proposer. Mais surtout, l'idée c'est qu'il n'y a pas de bonbons dans ce type de conférence virtuelle, mais on vous fait quand même quelques cadeaux. On vous offre des vouchers de 20% pour les prochaines formations. Alors ici c'est la formation Power Apps qui en a pensé avec Antoine Galland, un beau programme pour découvrir la Power Platform et en particulier Power Apps. Mais vous aurez aussi des vouchers et des réductions pour nos formations Power BI. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous, que ce soit sur notre stand ou directement en session. À bientôt. Voilà, donc c'était l'intervention filmée en fait de Jean-Pierre, mais c'était enregistré juste hier soir parce qu'il avait un petit problème d'agenda. Donc pas de souci, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette intervention. On passe aux sponsors suivants qui sont Aero. Et je vais mettre en scène, donc il faut que je fasse quelques manipulations pour mettre Thierry Saunier en direct. Thierry Saunier, tu as la parole. Bonjour à tous, merci Patrick. Aero, on est très fiers de participer pour la première fois à ce niveau-là de sponsoring à la conférence. Aero, nous sommes une société de services de 200 consultants. Passer la slide suivante. Voilà. De 200 consultants, on existe depuis 16 ans et nous sommes intégrateurs de différents types de solutions logicielles, toutes spécialisées dans la gestion de contenu, la gestion documentaire et la gestion de l'information. Slide suivante. C'est une offre de service qui regroupe plusieurs aspects qu'on va d'ailleurs développer pendant les conférences qui seront animées par certains de nos consultants essentiellement demain, mais qui ont à voir avec des solutions collaboratives, l'automatisation de processus métiers, qui cherchent l'architecture sur de la circulation d'informations, sur la circulation documentaire, et beaucoup d'offres de conseils autour de la gouvernance et des aspects réglementaires
réglementaires auxquels nos clients sont assujettis. Slide suivante. Et notre domaine, ça peut être regroupé aujourd'hui auprès du Forrester, du Gartner, auprès de l'Intelligent Information Management. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui est pleinement adressé par Microsoft 365, par certaines offres matures et des offres nouvelles telles Syntex et Cortex. Les solutions qu'on met en place, elles ont à voir avec la création, la récupération, la capture et le partage de l'information, qu'elle soit sur des données structurées comme des documents ou sur de la data pure, sur la digitalisation de processus métiers, qui est quelque chose qui évolue très fortement aujourd'hui, parce que tant sur sa composante digitalisation de process à fort volume, de process entreprise, que de la productivité personnelle, et c'est un sujet très moderne workplace aujourd'hui. On met de plus en plus en place de solutions qui ont à voir avec la valorisation de l'information, tant il est vrai que les entreprises, nos clientes, ont aujourd'hui un patrimoine informationnel très vaste et voire ancien, qu'il s'agit de valoriser par rapport à des enjeux d'aujourd'hui, et c'est tout l'apport de modules tels Cortex ou des modules de e-discovery qui nous permet d'y répondre aujourd'hui. Et enfin, et c'est un très gros axe aujourd'hui chez nous de développement, et on propose ça à tous nos clients, de repenser leur façon de gouverner l'information, de gouverner la donnée, de rester en conformité quand ils en ont besoin par rapport aux obligations auxquelles ils sont assujettis. Et enfin, c'est le dernier slide, on m'a demandé de faire court, alors je fais très court. Les solutions que l'on met en place, qui concernent donc des processus qui vont s'architecturer sur la diffusion, la transmission, du partage de contenu de documents, eh ben, elles doivent répondre à deux enjeux aujourd'hui, qui sont d'un côté les attentes du digital business, qui veut aucune rupture digitale, qui veut une accessibilité 24/24, 7/7, et les enjeux de la modern workplace, avec notamment évidemment tous les salariés en remote. Ben, c'est ce type de solution que l'on met en place chez nos clients, qui font de nous aujourd'hui un pure player de l'Information Intelligence Management en France. Voilà, Patrick. Qui est en mute. Et effectivement, le coup du mute, on s'y fait tous savoir. Donc, je voulais juste signaler deux belles sessions aéro, avec des consultants aéro sur Syntex et Cortex demain sur les deux derniers créneaux de la matinée. Donc, ça doit être 10h, 11h ou 10h30, 11h30. Regardez l'agenda, vous allez les trouver. Ainsi qu'une troisième en fin d'après-midi sur Power Automate. Voilà. Avec Fiona et David. Superbe. On va passer maintenant à notre... Alors donc, ça n'était pas prévu, mais je viens de me rendre compte qu'on avait trois sponsors qui étaient des sociétés ESN. Et maintenant, on va finir par trois éditeurs de logiciels qui ont des solutions très intéressantes, complémentaires à l'offre de Microsoft. Et donc, je vais passer la parole à Victorien Dangoumo, qui va apparaître en live. Voilà, ça prend quelques secondes de la diffusion, mais tu es en live, Victorien. Donc, super. Merci à toi. Merci à toi, Patrick, et merci pour l'organisation de cette conférence. Donc, moi, je m'appelle Victorien Dangoumo, je suis le responsable des ventes pour les territoires francophones chez Martello. Alors, Martello, on est une entreprise sous pavillon canadien, mais on a des bureaux un peu partout dans le monde. Et notre but, c'est de simplifier à travers des logiciels le travail des équipes IT, et notamment sur la partie M365. Donc, on a plus de 10 ans d'expertise, même 20 ans si on prend les solutions historiquement GSX qui a rejoint le groupe Martello. Et on va arriver avec un triptyque d'outils. Tout d'abord, un outil qui va permettre de détecter les problèmes de performance. Donc le concept, il est assez simple. On va positionner des sondes un peu partout sur les sites critiques ou sur l'architecture de nos clients. Et on va, avec des scénarios comme le ferait un utilisateur, mesurer la qualité de service et l'expérience utilisateur.
et donc alerter les équipes dès lors qu'on aura des dégradations de cette performance. Donc on détecte, et puis ensuite on dépanne, donc troubleshoot en anglais, c'est plus parlant. L'idée en fait, c'est de corréler différentes sources de monitoring vers un seul et même dashboard pour pouvoir alerter les bonnes équipes au bon moment et dépanner rapidement. Donc on détecte, on dépanne, et puis aussi on gère, puisqu'à travers un outil partenaire, on va être capable de gérer les utilisateurs du tenant avec des fonctionnalités à la fois sur l'usage, l'adoption, mais également sur la délégation. En fait, on va être capable de créer des sous-tenants dans un tenant et de déléguer l'administration de la population très facilement. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille avec plus de 600 entreprises. On travaille en étroite collaboration avec Microsoft. Notre outil était utilisé par le Fast Track lors des grosses phases de migration de gros clients pour auditer justement et qualifier les différents sites. Et puis, on va discuter cet après-midi et aussi demain de la performance sur Teams, comment on peut aider justement à l'améliorer. Et on prendra des cas clients qu'on a rencontrés chez Martello. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour notre session et on sera ravis de vous montrer les capacités de nos outils et de nos services. Et merci Patrick. Très bien, merci beaucoup à vous de votre participation et de votre accompagnement. Maintenant, je vais passer la parole donc, à notre éditeur suivant, Jalios, et je mets en scène par un petit clic au bon endroit son PDG Vincent Boutors. Donc Vincent, à toi la parole. Merci Patrick, bonjour à tous. Jalios, c'est un éditeur français dans le domaine de la Digital Workplace, qui est le premier éditeur en France et qui a 20 années d'expérience, qui est bien sûr partenaire de Microsoft. Et qu'est-ce qu'on apporte à Microsoft 365? On peut peut-être le résumer avec ce constat, c'est-à-dire que le télétravail a bien sûr popularisé Teams et particulièrement la visio, mais on se rend compte que l'adoption de l'ensemble des composants qui sont pourtant disponibles, eh bien, ça prend du temps. Et donc, on apporte trois choses. Mais avant d'y venir, je voudrais souligner une chose, c'est que pour nous, la Digital Workplace, la définition, c'est ce qui aide, c'est les outils qui aident à travailler ensemble efficacement. Et le mot important là-dedans, c'est ensemble, c'est le collectif. Alors, venons-en aux 3 points dont je vous parlais. Le premier rapport, c'est faciliter l'accès aux applications. Et là, l'intranet, avec sa dimension sociale, est au cœur de la Digital Workplace. Les responsables de communication l'ont bien compris. La communication et la collaboration sont indissociables. L'un sans l'autre, on manque la cible. Et puis, les DSI ont aussi bien compris que pour que les utilisateurs se mettent à utiliser les applications au mieux, eh bien, il y a besoin de les guider. Et donc là aussi, la communication est nécessaire pour guider. Et puisqu'on est dans le ensemble, on vient de voir ces deux acteurs, il y a bien sûr les collaborateurs qui ont besoin de pouvoir partager les utilisations qu'ils en ont, les bons usages. Et donc, on voit à quel point communication et collaboration sont indissociables. Donc, premier point, faciliter. Deuxième point, fluidifier. C'est fluidifier l'expérience utilisateur. Et le point important, c'est qu'on a besoin de contextualiser les choses. On a besoin de retrouver, par exemple, l'ensemble, les indicateurs métiers qui, par exemple, pour un magasin, permet de savoir, une chaîne de magasins, ça permet de savoir où en sont les ventes, et de mettre ça en regard des objectifs. Donc, on a besoin, finalement, de casser les silos applicatifs, que ce soit simple de pouvoir mettre en regard tous les éléments qui sont nécessaires. Et donc, typiquement, on permet de le faire avec des bureaux personnalisés où les personnes vont pouvoir elles-mêmes choisir les informations qu'elles remontent. Et puis, il y a aussi une dimension importante, c'est la socialisation des applications, les likes, les commentaires, les recommandations. On a besoin d'avoir ça, y compris sur des données métiers. Donc, fluidifier. Troisième point, c'est enrichir les usages. Alors là, je vais me centrer sur un domaine qui est celui de la capitalisation des connaissances.
Dans la façon dont les gens utilisent Teams aujourd'hui, c'est beaucoup de la collaboration instantanée. C'est formidable parce qu'on peut répondre très vite. Par exemple, un appel d'offres, on mobilise les personnes et ça, c'est formidable. Mais c'est de la collaboration qui est jetable. C'est-à-dire que retrouver l'information 2 mois plus tard, ça n'est pas possible. C'est trop compliqué. Et donc, cette capitalisation des connaissances, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Et avec une dimension où on est pratiquement les seuls à incorporer ça dans la Digital Workplace, c'est le social learning. Social learning, chacun peut partager ses connaissances, ses savoirs, chacun peut organiser ses apprentissages. Et puis, le social learning, c'est un élément dans ce qu'on appelle le Learning Management System. Et donc, il y a aussi besoin de gérer le présentiel, le e-learning, donc les formations, je dirais, plus traditionnelles. C'est ce qu'on appelle le blended learning. Et donc, c'est cette dimension que je voulais mettre en avant dans la partie enrichissement des usages, mais c'est l'une d'entre elles. Et puis pour terminer, toujours sur notre vision, donc je vous dis faciliter, fluidifier, enrichir. Nous, ce qui nous semble important, c'est de respecter les entreprises, c'est-à-dire que la transformation digitale, c'est la stratégie de chaque entreprise, et c'est important de le faire dans le respect de cette stratégie et non pas en imposant un outil. Donc c'est très important d'avoir une solution prête à l'emploi qui complète donc Office 35, Microsoft 35, pardon. Mais c'est aussi important de pouvoir se faire aider par des acteurs du conseil, ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, qui vont pouvoir paramétrer, et puis éventuellement pouvoir aller encore plus loin avec des intégrateurs, pour pouvoir bien s'intégrer à votre système d'information, et puis éventuellement faire des documents spécifiques. Voilà, et puis pour terminer, pour conclure, donc je vous invite cet après-midi à 16 h à participer à la présentation de Jean-Michel Lambert qui vous présentera 5 clés pour réussir sa Digital Workplace avec Microsoft 365 et Jalios. Et puis demain à 14 h, un sujet un peu différent avec Wongan, où il sera question de gouvernance et d'adoption, donc pour concilier la vision à la fois des dirigeants et des collaborateurs. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à toi pour cette intervention. Donc maintenant, on arrive sur notre dernier sponsor et dernier éditeur, Powell Software. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Silberman. Il faut que ça arrive, ça prend quelques instants encore une fois, mais nous y sommes. Voilà Mathieu, tu as la parole et je vais mettre tes slides quand tu me dis de les avancer. Écoute, c'est bon, tu peux les lancer. Eh bien, c'est parfait. Hop, ça ne veut pas, voilà. Oui, donc Powell Software, nous sommes un éditeur français avec une présence internationale, effectivement. Je vais aller très vite sur les slides, donc tu peux déjà passer le suivant si tu veux. Et effectivement, notre proposition de valeur, elle est complètement liée à tout ce que Bernard vous a présenté et c'était super intéressant tout à l'heure, c'est comment connecter les employés et les organisations dans le cadre du travail hybride. Donc en fait, les services que l'on monte au sein des tenantes Microsoft, enfin, on top des tenants Microsoft 365 des clients, c'est vraiment pour résoudre les problématiques que Bernard vous a exposées tout à l'heure et les nouvelles manières de travailler. Donc on le fait à la fois autour de la communication et de l'engagement employé plutôt dans l'intranet, et puis à la fois pour aider les entreprises à collaborer au sein de Teams. Et puis bien sûr, comme tout ça, ça fonctionne ensemble, ça nous permet de proposer et d'adresser des cas d'usage de bout en bout qui partent de la communication et qui va jusqu'à la collaboration aux entreprises. Et comme on est ouvert avec des API, on peut se connecter à l'ensemble des autres applications que Microsoft que les entreprises utilisent, comme par exemple Workday pour les RH ou ServiceNow pour l'IT. Alors ce que j'ai, pour vous illustrer ça, si tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît, quelques cas d'usage. Donc, si on parle plutôt de la communication et de l'engagement des employés, là, en fait, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on sait faire dans un portail pour aider les équipes marketing à promouvoir les articles qu'elles souhaitent pousser sur LinkedIn et engager les employés à les relayer eux-mêmes. Et comme, en fait, en ce moment, on a envie un petit peu de faire émerger le sentiment d'appartenance aux entreprises, le fait de récompenser les employés avec des systèmes de points, avec des systèmes de badges. C'est des choses que l'on sait faire dans l'ensemble de l'intranet, mais qu'on fait également
pour ce type de cas d'usage pour les équipes marketing. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez venir voir ça en démo et comment on le lie avec l'environnement Teams à chaque fois pour permettre aux équipes de marketing de collaborer. Vous pourrez voir ça cet après-midi dans une des 2 sessions. Si tu veux bien aller au slide suivant, s'il te plaît. Donc, il y a un autre élément. Alors, il faut que tu appuies encore un tout petit coup, s'il te plaît, pour. Je crois qu'il y avait une petite animation. Voilà. Merci. Voilà. Donc, en fait, Bernard en parlait. Comment reconnecter les employés ensemble? Comment organiser cette fameuse pause café virtuelle qu'on a tous été amenés à faire avec nos équipes? En fait, beaucoup de nos clients nous ont dit moi, en tant que manager, je fais des réunions d'équipe, mais c'est toujours les mêmes et elles sont figées, c'est les mêmes personnes qui viennent et finalement ça tourne un petit peu en rond. Il y a des solutions de bots qui ont été proposées par Microsoft qui sont disponibles sur GitHub, mais en fait finalement ça va me proposer un icebreaker, c'est quelque chose qui va me proposer des one-one, donc des réunions de 1 à 1 et c'est intimidant. Alors comme nous on travaille beaucoup sur l'inclusivité de nos solutions dans les entreprises, ce qu'on vous propose également, vous pourrez aller le découvrir sur notre stand, c'est des applications dans Teams. Donc là, on a une coffee machine qui va aider les entreprises à organiser leur pause café de manière conviviale en fonction de la disponibilité des gens. Et en fait, ça fait tourner les réunions. Comme ça, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui se présentent et qui peuvent échanger au sein de l'entreprise. Donc voilà, à 2 extrémités, ce qui peut se passer dans l'intranet, ce qui peut passer dans Teams. Si vous voulez aller plus loin, ça sera mon dernier slide. Patrick, si tu veux, et je vois que tu prends une photo de l'écran, donc ouais. Ça t'intéresse. Donc j'ai tenu challenge. Voilà, on a attiré l'attention des gens. Donc si vous voulez voir ça, ce qu'on fait dans l'intranet, comment on engage les employés et la communication en entreprise, une première session cet après-midi animée par Julien et par Laurent, et puis une deuxième session qui sera plutôt sur la gouvernance de Teams, comment je mets en œuvre des cas d'usage avancés, et celui qui sera illustré, c'est l'onboarding des nouveaux employés que vous avez vu très rapidement tout à l'heure. Vous pourrez voir ça demain également avec Julien et Laurent. Et si vous êtes intéressé par notre machine à café, j'ai vu que tu n'avais pas eu le temps de prendre une photo, eh bien vous pourrez regarder la vidéo qui est diffusée sur notre stand virtuel et on sera également là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci à tous. Merci, un grand merci à toi et à tous les sponsors, à tous les participants. On se retrouve donc à partir de 13h30 pour des sessions tout l'après-midi. Ce soir, 18h30, la plénière de Jeff Tipper, qui est donc le Corporate Vice President en charge des produits SharePoint, Teams, OneDrive chez Microsoft, qui nous fera une présentation des dernières nouveautés et retour un peu sur l'historique de ces dernières années. Donc, une plénière très intéressante. Ça sera en anglais, mais sous-titré en français pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais. Il n'y a aucun souci. Tout est prévu. Et donc, ça sera sous la même forme que ce live meeting. Donc, vous aurez une URL à charger sans besoin de s'inscrire ou quoi. Il suffit de cliquer sur le lien anonyme pour rejoindre la plénière. Merci et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci Patrick. Merci.